Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. Merci de nous rejoindre pour l'épisode 103. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Au micro, c'est Marc et je vous retrouve avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour Parler Cuisine. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler, Guy ? Eh bien, nous allons rester dans la continuité de notre dernière émission, à savoir que nous étions dans les salades et comme le printemps, c'est la salade, l'été, c'est la salade, on en trouve de toutes les sortes. On va en profiter pour faire une petite salade un peu originale. Mais avant cela, j'avais deux choses à dire. Premièrement, on a pris un peu de retard sur les enregistrements parce que j'ai eu beaucoup de boulot et puis j'ai été pris par un vilain rhume qui m'a fait une extinction de voix. Et donc j'ai mis un peu de temps à m'en remettre et je crois que je ne m'en suis pas encore totalement remis. Donc excusez-moi si vous trouvez que ma voix est un petit peu modifiée. C'est voilà, l'arrière-saison qui a été un petit peu plus frais que d'habitude. Et puis autre chose aussi, je vous avais annoncé il y a quelques épisodes que Claude Cara était en train de lancer son podcast sur les amis de la fête de la gastronomie. Eh bien, depuis la semaine dernière, il est disponible sur iTunes. Donc, vous pouvez vous abonner avec votre appareil habituel sur votre lecteur de podcast favori. En principe, ça devrait être là. Sinon, vous le retrouverez sur sa page Facebook. Alors autre chose, souviens-toi, le dernier épisode, tu avais commencé par une petite actualité qui parlait d'une intoxication alimentaire qui avait eu lieu dans un restaurant étoilé et qui avait causé quelques décès. Décès, je ne saurais plus dire, mais en tout cas, une maman avait été fortement intoxiquée. En tout cas, je ne sais pas si elle était décédée, mais oui. Bref, elle était à l'hôpital, oui. fameusement arrangée. Et vraiment, 2 semaines après qu'on a enregistré ça, il y a cette intoxication alimentaire dans un EHPAD, une maison de retraite, maison de repos dans le Midi de la France, qui a fait plusieurs morts dans ce cas-là. Donc des personnes âgées qui ont ingéré des choses et qui se sont rendues malades au point de mourir. Et en fait, ça peut aller très vite. Les personnes âgées ont un système immunitaire comme les enfants qui est un petit peu plus précaire qu'une personne adulte en bonne santé, de sorte que quelque chose, je vais dire, vient se trouver dans les aliments et est un peu dangereux. Eh bien, une personne saine va simplement être dérangée, tandis qu'une personne un peu plus faible au point de vue résistance, elle va carrément mourir, tout simplement parce que ses défenses ne vont pas pouvoir lutter soit contre je dirais, la partie toxique de ce qu'ils ont mangé, soit contre une bactérie qui peut très bien éventuellement proliférer dans l'organisme. Alors, les bactéries sont rarement dangereuses par elles-mêmes. Elles sont surtout dangereuses par les toxines, c'est-à-dire les déchets qu'elles produisent du fait de leur alimentation. C'est ce qui rend en fait les bactéries dangereuses. C'est du Ce caca sont de les toxines bactéries, qu'elles quoi. produisent. Oui, finalement, c'est un peu ça. C'est un déchet de leur métabolisme. Une toxine d'une bactérie, c'est le déchet de son métabolisme. Il y a des cas où ce sont les bactéries elles-mêmes qui sont dangereuses, ça existe, mais c'est essentiellement leurs toxines qui nous sont néfastes. Oui. Ou alors parfois, il y a des bactéries qui sont tout à fait intéressantes quand elles sont en quantité raisonnable, et quand elles sont en trop grande quantité, elles peuvent être dangereuses par leur trop grande quantité. Ça existe aussi. Bref, tout ça nous rappelle que on peut encore mourir de ce qu'on mange, tout simplement. On peut encore mourir de ce qu'on mange, et alors ça peut être dû, par exemple, soit à un produit qui était, je dirais, contaminé dès le départ. Donc vous utilisez un produit contaminé, vous l'ingérez, la cuisson ou le manque de cuisson quelquefois n'a pas suffi à tuer les pathogènes. Ou bien alors, c'est une mauvaise conservation, c'est-à-dire que c'est un produit qui était sain à l'origine, qui était mal conservé, conservé, je vais dire, à température trop peu froide ou bien trop longtemps. Il faut être extrêmement prudent. C'est vrai que on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Et même quand on est professionnel, ça peut être très dangereux parce que on ne se rend pas toujours compte que nous sommes devenus en fait de plus en plus fragiles et que nous sommes maintenant à la merci de beaucoup de choses parce que nous avons un système immunitaire qui s'est affaibli. Alors on peut toujours dire oui, mais c'est parce qu'il n'y a plus de sélection naturelle. Oui, mais c'est parce que nous nous sommes exposés comme dans le Il y a trop temps d'antibiotiques aussi. oui, aux toxines. Il se fait aussi que jadis, énormément, bon, je parle d'avant les progrès de la médecine, énormément de gens mouraient de toutes sortes de choses, d'intoxication, et c'est la raison pour laquelle
la moyenne d'espérance de vie était très faible. Hein, quand on dit, oui, à l'époque des Romains, on était vu à 30 ans. Non, on n'était pas vu à 30 ans à l'époque des Romains. Ce qui se passait, c'est que la moyenne de vie, l'espérance de vie était d'une trentaine d'années. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de gens qui mouraient en bas âge. Et alors, les femmes mouraient en couche. Hein, une femme sur 4 ou sur 5 mourait en couche. Donc, c'est ce qui a fait que jusqu'il y a encore une centaine d'années, il y avait beaucoup d'hommes qui se retrouvaient veufs avec donc une progéniture et qui se remariaient et qui avaient un deuxième lit avec une progéniture d'un second lit. J'ai eu ça dans ma famille. J'ai un cas, disons, au niveau de mes grands-parents du côté de papa, où il y a eu 18 enfants sur deux mariages du même père. Oh là 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 là. Ah oui, Surtout oui, que oui. tu parles d'un Heureusement, temps tout que le les monde moins n'a de pas. 20 ans peuvent plus connaître. Oui, heureusement, tout le monde n'a pas eu d'enfants. Hein. Je le signale Oui. quand même. C'est pas pour autant qu'il y avait 300 personnes dans la seconde génération. Ça n'a pas du tout été le cas. Hein. Mais je veux dire par là que les femmes mouraient en bas âge. Euh, Pourquoi? Parce que à 30 ans, si elles avaient eu 4 ou 5 enfants, au sixième, elles risquaient Oui. de passer l'arme à gauche. Hein. Moi, ce que je voulais juste dire, c'était qu'on ne fait jamais assez attention. Et même quand on est dans des milieux hyper réglementés, comme dans comme des établissements semi-hospitaliers ou comment dire, médicalisés, où normalement les règles d'hygiène sont très élevées, on peut toujours être à la merci de, comment dire, d'un accident. Je ne sais pas si on peut appeler ça un accident, mais quand bien même on Oui, dit aux parce gens que de se je laver les pense quand mains tout même, le faut être temps, de honnête. respecter les dates, de respecter les mesures Oui, d'hygiène, oui, oui, oui. de Mais je toujours bien pense que nettoyer son c'est tout à fait matériel. accidentel. Mais est-ce que c'est par négligence ou est-ce que c'est par pure bêtise? Ça, c'est autre chose. Ou par légèreté dans sa pratique. Ce qui est surtout dangereux, c'est la prépa pour les collectivités, parce que c'est ça le problème. Quand on travaille en collectivité, on ne travaille pas pour une seule personne, on travaille pour parfois des dizaines de Des grands personnes, volumes, quoi. à des gros volumes. Travailler à Hein. la Et il chaîne. suffit, et il y a eu des cas comme ça, d'intoxication qu'on m'a rapporté sur Paris avec un traiteur dont je ne dirai pas le nom. Je pense que c'était dans un dessert glacé. Hein. Donc il y a eu contamination. Je crois qu'il y a eu un mort et il y a eu des dizaines de personnes malades. Bon, alors c'était pour je dirais un banquet entre guillemets. On a fait l'enquête parce qu'on a dit bon ici il y a quelque chose quoi. Hein. Donc on a analysé et puis on s'est rendu compte que un des apprentis ou un des pâtissiers qui avait élaboré le dessert glacé avait un furoncle au cou. Hein. Alors, avec le doigt, il s'était gratté parce que sans doute que ça le chatouillait et que le furoncle n'était pas protégé par un pansement. Donc, il a introduit, sans le vouloir évidemment, des germes dans la préparation donc glacée qu'il est en train de réaliser. Les germes, évidemment, ont trouvé là tout ce qu'il fallait. Hein. Il y avait à la fois de l'eau, il y avait du sucre, il y avait des protéines, Oui. donc tout ce qu'un germe bien né a besoin pour proliférer. Et alors il y a une contamination comme ça de dizaines de personnes qui ont été à tout le moins malades. Et ça va très vite hein, dans ce genre de choses. La crème glacée est une des préparations les plus dangereuses, comme la crème pâtissière d'ailleurs, hein, parce qu'il y a évidemment tout La ce qu'il crème faut pour anglaise, qu'un germe. Ah oui, il y a vraiment la crème anglaise. c'est le pire. Euh, c'est le pire, voilà, Parce exactement. qu'il y a des œufs et tout Et dedans. si oui, donc voilà, prudence, nécessité de savoir exactement ce qu'on mange. On peut dépasser les dates de péremption à condition de savoir sur quel produit on peut le faire et dans quelles circonstances on peut le faire, mais il faut être prudent et certainement pas en collectivité. Quand je dis dépasser les dates de péremption, c'est uniquement à titre privé. Hein, ce n'est pas, je veux dire, il faut pas s'y hasarder à aucun moment en collectivité ou même en cuisine dans un restaurant, parce que le jour où vous avez un souci, on va analyser les produits que vous avez utilisés, on va vérifier les dates, et si vous avez dépassé la date d'utilisation, vous avez de sérieux ennuis, Mais évidemment, c'est coupable. Hein. moi, je vois ça parce que j'ai grandi dans une famille de cuisiniers, des professionnels, et c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Et au contact des autres, je me rends compte que c'est une différence. Moi, je passe ma journée à me laver les mains. Et quand je Ah ben, cuisine, on ne je se me lave lave. jamais trop les mains. Quand je cuisine, dès que je touche une viande crue, ben, je me lave avant de toucher autre chose, tu vois. Oui, oui, tout Mais à c'est fait. quelque chose que les gens font pas spécialement. Et il y a parfois des gens qui sont là. Ma femme, elle a eu un petit peu de mal à comprendre ça. Mais quand je cuisine, je me lave, j'ai compté environ une quinzaine de fois les mains. Oui, encore faut-il ne pas s'essuyer les mains sur un torchon sale. Alors, Parce qu'imaginons, oui. vous avez un torchon en tissu, vous vous lavez les mains avec bonne raison une première fois. Bon, il y a encore éventuellement des germes dans l'eau de rinçage. Vous vous essuyez les mains, vous mettez les germes sous le Alors, tissu. il y en a qui disent qu'ils se lavent, mais ils passent juste les mains sous l'eau.
sans savon, sans rien. Non. Idéalement, il faut quand même passer un peu de savon, hein, parce que le savon va pouvoir émulsionner les graisses qui se trouvent sur la peau et les salissures qui se trouvent sur la peau. Et ensuite, il faut se rincer soigneusement les mains, hein, et puis les essuyer. Alors, de préférence, soit avec un torchon propre, soit avec un torchon jetable, donc un papier, de manière à ce que les bactéries ne soient pas transportées, je dirais, d'un torchon sale vers une main qui a été propre et qui se ressalit par le fait de l'essuyer un torchon sale, évidemment. Oui. Faut pas non plus avoir trop peur. Je veux dire par là qu'il y a quelques produits après lesquels il faut se laver les mains. Alors, le produit le plus contaminant, à ma connaissance, en cuisine, c'est la volaille en pot, hein. Le La poulet. volaille en pot, ça c'est Poulet, vraiment le canard, produit dinde, oui, le poulet contient pintade. toujours de la salmonelle sur la peau. Alors il a beau avoir été nettoyé, bon on ne le lave pas, hein, normalement on ne lave pas le poulet en industrie, hein. Il y a que les Américains qui le font avec de l'eau javelisée, mais ça, moi je vais dire un gros mot, je suis même pas contre parce que je suis persuadé qu'il n'y a aucun danger pour l'alimentation par la suite, hein, parce qu'on ne laisse pas l'eau de javel comme ça sur le poulet, on retraite après avec un déjavelisant. Je vais prendre un exemple. Tout ça, tu avais déjà expliqué. Je vais déjà expliquer, hein. On a fait un épisode sur le poulet rôti. Oui, mais tout le monde n'a pas forcément écouté cet épisode-là aujourd'hui. Oui. Donc, vous trempez le poulet dans de l'eau avec une certaine quantité d'eau de javel. Bon, vous tuez avec l'eau de javel les bactéries qui sont présentes. Vous retrempez après le poulet dans une eau qui est légèrement vinaigrée. Vous allez avoir une combinaison acide-base. Donc, l'eau de javel, c'est une base, le vinaigre, c'est un acide. Vous allez avoir production d'un sel, hein, qui n'a plus aucun danger. Et votre poulet n'est pas plus dangereux que si vous l'aviez simplement rincé avec une eau pure. La seule chose, c'est que vous avez tué les bactéries. Alors, le problème d'un poulet quand vous avez soumis un poulet à l'eau, c'est qu'il faut effacer, qu'il faut enlever toute trace d'eau, parce que c'est l'eau qui par la suite va permettre à d'autres bactéries de reproliférer. Donc, il faut le sécher absolument soigneusement. Et cela étant fait, le poulet n'est pas plus dangereux que si vous ne l'aviez pas lavé, bien au contraire, hein, il est tout à fait sain. Maintenant, il y a le gros débat, hein, quand on présente les choses dans la presse. Ah oui, des poulets qui ont été lavés à l'eau de javel. Ben bon, C'est vous comme ne si on les récupérez avait jamais trempés rien. dans des bidons d'eau de javel Des pure bidons comme d'eau de ça. javel. Mais je dirais, personne chez lui ne récure jamais rien qu'un peu d'eau de javel. On met de l'eau de javel dans la lessive pour assainir le linge. On met parfois même un peu d'eau de javel quand on a des doutes sur de l'eau, hein. On met une goutte d'eau de javel pour 10 litres d'eau, on laisse agir, hein, et Oui. puis on laisse éventer l'eau et l'eau est devenue consommable si on avait un petit doute. Dans Bon, les maintenant, faut piscines, pas c'est prendre. bourré d'eau de javel. Hein. Ben oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a de l'eau de javel dans l'eau de distribution, hein. Oui, aussi. On le trouve sous forme de chlorine et maintenant que j'ai un aquarium chez moi, je teste l'eau régulièrement et en testant l'eau du robinet, elle est impropre normalement pour des poissons justement à cause de cette eau de javel et du calcaire. Et donc il y a des produits pour faire Pour justement neutraliser. pour neutraliser. Donc il y a ce que je trouve dans l'eau du robinet en quantité inacceptable, c'est les nitrates, le calcite et puis la chlorine, l'eau de javel quoi. Bref. Nous allons revenir à nos salades, si je comprends bien maintenant. Voilà. Et il y avait autre chose que tu voulais mentionner. On est à quelques jours de cette semaine sainte. On a eu la cathédrale qui est de Paris Eh oui, qui a eu son Notre-Dame de toit qui est Paris qui a parti en brûlé, fumée. malheureusement, c'est un C'est très ça. beau chef-d'œuvre. En grand amateur d'art et d'histoire, tu étais, j'imagine, très ému. Ben, disons que j'ai regardé quand même ça de près. Je l'ai vu en direct à un moment donné, au début en tout cas, et puis j'ai lu quand même pas mal d'articles qui concernaient Tu l'as visité l'incendie qui combien de avait fois, eu toi? lieu. Oh, je suis certain d'y être allé, à mon avis, une dizaine de fois en tout et pour tout. Je me souviens pas d'y Alors, avoir mis les pieds. c'était un édifice majestueux, hein, c'est un édifice très riche en histoire. Et je dirais que comme j'ai lu Notre-Dame de Paris de Victor Hugo quand j'étais adolescent, que j'ai vu les films avec Quasimodo, avec Anthony Quinn qui faisait le rôle de Quasimodo et Gina Lollobrigida qui faisait celui d'Esmeralda. Bon, il y a un mythe autour de cette cathédrale, hein. C'est un peu l'histoire de la France, l'histoire de Paris qui est reprise dans ce bâtiment. Forcément, je crois qu'il n'y a pas que les Français qui sont atteints par cela. Et puis maintenant, il y a toutes les polémiques, hein, concernant Bon, sa reconstruction, concernant les donations. Mais enfin, on va pas en parler ici, ce n'est pas le sujet de ouais. notre Revenons émission, hein. plutôt à nos salades. Alors, les salades. Alors, je vais vous donner une petite salade ici que j'ai essayée, qui a la particularité d'avoir une vinaigrette un peu différente de toutes les vinaigrettes habituelles. Et donc, je l'ai réalisée cette semaine et je vais vous en faire profiter. Alors, quand on dit salade, on pense évidemment au mesclun,
mais on n'est pas obligé d'utiliser du mesclun. Alors je rappelle, le mesclun, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de toute une série de jeunes salades et de toute une série d'herbes. On peut très bien retrouver, je dirais, des salades rouges, de la salade frisée. On peut mettre du persil plat. On peut mettre des T'as tout pousses de expliqué à l'épisode chicorée. précédent. Oui, oui, mais tout le monde n'a pas forcément écouté. On peut mettre des feuilles de moutarde. On peut mettre des jeunes pousses d'épinards. On peut mettre de la salade de blé. Donc vous pouvez prendre soit une seule de ces salades, comme la salade de blé, c'est ce que j'ai fait, mais vous pouvez aussi mélanger avec une autre salade toute simple, comme par exemple des jeunes épinards. Et c'est une salade qui est très originale. Ne mettez pas que des jeunes épinards, parce que là, c'est un petit peu, disons, inhabituel, mais vous pouvez très bien mettre moitié-moitié, donc salade de blé et jeunes épinards. Il me semble que la salade de blé, il la nomme autrement en France. On dit de la mâche ou de la doucette aussi. Voilà. Elle peut s'appeler de différentes manières. Alors, il y a deux grandes variétés. Il y en a des dizaines, mais il y en a deux grandes catégories. Il y a la salade de blé longue et la salade de blé courte. Si vous pouvez opter pour la salade de blé courte, c'est toujours mieux. Pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu plus solide. Elle est moins souple. Elle a un peu plus de mâche, c'est le cas de dire. Donc, elle a un petit peu plus de texture en bouche. Et alors, surtout, elle se tient mieux par rapport à la vinaigrette. Elle donne du relief à votre salade. Je dirais, elle donne une troisième dimension à la salade. Elle n'est pas très plate. Elle est volumineuse. Donc, c'est une très, très belle salade à utiliser et on en trouve quasiment toute l'année. Normalement, c'est une salade d'hiver, hein, mais on en trouve quasiment toute l'année. Donc, prenez de la blé courte si vous avez la possibilité. Puis on la trouve aussi en sachet, déjà nettoyé, prête à l'emploi. Oui, on la trouve en sachet déjà nettoyé. Maintenant, quand vous l'achetez au marché, elle est encore meilleure parce que elle est restée avec sa racine. Et puis, vous pouvez l'utiliser en la nettoyant une ou deux fois. Est-ce qu'il faut enlever la racine? Ça, c'est une bonne question qu'on peut se poser. La salade de blé qu'on trouve dans les sachets du commerce, on a simplement coupé éventuellement la petite racine, mais on laisse les petites feuilles attachées sur la racine. Si vous la faites par vous-même, vous pouvez très bien vous couper la racine si ça vous dérange, mais la racine en tant que telle n'est pas inconsommable. Ce qu'il faut enlever, c'est la petite radicelle qui se trouve au pied, tout simplement. Alors vous la lavez une, deux, trois fois. Quand voit-on qu'une salade est propre? Ce n'est pas en regardant la salade qu'on voit qu'elle est propre, c'est en regardant l'eau dans laquelle on l'a lavée. Je m'explique. Eh oui, si vous avez mis de l'eau froide dans votre évier, vous avez brassé légèrement votre salade, vous l'enlevez, vous le mettez dans une passoire. Ne jamais enlever le bouchon de l'évier et laisser l'eau s'écouler toute seule. Pourquoi? Parce que souvent la salade de blé est élevée et est cultivée dans du sable, et à ce moment-là, ce sont les feuilles mêmes de la salade qui vont retenir le sable. De même, quand on lave la salade dans un seau ou dans un ustensile, on ne verse jamais l'eau qui a servi à laver la salade en retenant la salade avec sa main. Sinon, qu'est-ce qui se passe? La salade défiltre et elle retient toutes les impuretés. C'est quasiment comme si vous ne l'aviez pas lavée. Donc, on enlève toujours par le dessus la salade à la main et on la met dans une passoire à côté. Et puis, on regarde l'eau. Alors, forcément, la première eau est toujours sale, hein, puisque vous avez du sable, vous avez des petites brindilles, vous avez un petit peu de terre qui a pu rester dans la salade. Donc, le fond du bac d'eau est toujours sale. Donc, vous rincez quand vous videz votre eau, vous rincez convenablement votre bac, vous remettez de l'eau claire, vous remettez la salade une deuxième fois, vous la brassez de nouveau pendant 2-3 minutes, et puis vous l'enlevez. Vous regardez de nouveau si votre eau est propre. Si votre eau est encore douteuse, vous lavez la salade une troisième fois. En principe, après 3 lavages, la salade doit être propre. Il faut les Ce sorer serait à chaque vraiment fois? exceptionnel. Pardon? On les sort avec, tu sais, les soreuses à salade. Alors, on peut les sorer avec les soreuses à salade, on peut les sorer avec un panier à salade, on peut les sorer classiquement, comme on faisait dans le temps quand il n'y a pas tout ça, avec un bel essuie bien propre qu'on noue après, Un et on torchon. va dehors et puis on secoue la salade. Mais l'idéal, c'est évidemment les soreuses à légumes, les soreuses à salade, c'est quand même plus Je veux pratique. dire, on les On sort reste qu'après l'avoir très cuit. rincé plusieurs fois. Ah, on ne les sort qu'à la fin, après Voilà. l'avoir rincé plusieurs fois, bien Ok, sûr. merci. Bien sûr. Voilà. Donc, Voilà. votre salade est prête. Vous pouvez soit la dresser directement sur assiette, soit faire un plat collectif. Alors, j'ai choisi ici de mettre des produits de saison. Nous sommes en pleine saison des asperges, donc j'ai pris des pointes d'asperges vertes que j'ai cuit à la va-vite. Alors, comment je fais pour les cuire à la va-vite? Je les coupe en deux dans le sens de la longueur, je les mets dans un bol qui va au micro-ondes, je mouille avec de l'eau, une pincée de sel, je mets une première fois 3 minutes, je mélange. Normalement, ce stade-là, elles sont encore légèrement croquantes. En fonction du croquant que je ressens, je remets éventuellement une minute ou deux, et puis mes asperges sont cuites. Toujours garder un petit peu de croquant. Il n'y a rien de plus désagréable quand vous cuisinez quelque chose, de cuire les produits trop parce que ça n'a plus aucune mâche, et en plus vous perdez du goût, vous Sauf perdez, si vous avez je plus de dirais, de la dents. couleur. Sauf si vous n'avez plus de dents. Mais enfin,
Je dirais qu'en général, maintenant, même les fausses dents, on aime bien sentir ce qu'on mange. Oui. Donc, vous écoutez vos asperges, éventuellement vous les rafraîchissez si vous voulez aller plus vite. Vous pouvez prendre ici des petites tomates cerises. Alors, les tomates cerises, moi, je conseille bien sûr de les laver évidemment, et puis de les couper en deux. Vous les répartissez donc sur la salade, vous répartissez vos pointes d'asperges. Vous pouvez maintenant utiliser pour agrémenter cela en protéines, soit des crevettes, crevettes grises, crevettes roses, éventuellement des noix de pétoncle, éventuellement des miettes de poisson. Donc, vous mettez éventuellement un produit à base de poisson. Pourquoi? Parce que la vinaigrette va être une vinaigrette à base de poisson. C'est donc la raison pour laquelle je ne vous dis pas de mettre du jambon ou bien Ah oui, ok. du blanc de volaille. Ok. Oui. Alors, l'originalité de la vinaigrette, c'est la suivante. En fait, c'est du tarama que je vais allonger à la crème fraîche. Alors, le Ah, tarama, vous connaissez tout ça. C'est oui. cette pâte rosée, artificiellement, mais qui est rosée. Le vrai tarama, lui, il est plutôt jaunâtre. Oui. Et vous l'étendez à la crème fraîche. Donc, vous prenez de la crème fraîche, 30% matière grasse, et vous mettez la même quantité au minimum. Donc, 100 grammes de tarama, 1 décilitre de crème fraîche. Vous mélangez, vous rectifiez l'assaisonnement. Attention, au niveau du sel, ne ressalez pas parce que le tarama est déjà suffisamment salé. Par contre, vous pouvez poivrer. Alors, si vous voulez ajouter un petit élément acide, vous mettez un petit peu de jus de citron, ça va très bien aller puisque c'est du poisson ou ce sont des crustacés. Vous mettez un tout petit peu de jus de citron, mais pas dans le tarama. Vous le mettez directement sur la salade. Pourquoi? Parce que la crème fraîche et le jus de citron ne font pas bon ménage. Si vous Ah, mettez du jus de citron et de la crème fraîche, vous allez faire durcir, vous allez faire cailler votre crème fraîche et vous n'aurez plus une sauce, vous aurez de nouveau quelque chose d'épais comme du tarama du départ. ah. Ça va? Oui. Mais dis-moi, Guy, Oui. pourquoi est-ce que le citron et le poisson font si bon ménage? Ah ben pourquoi? Parce que bon ben on a remarqué que c'était, je dirais que c'était deux goûts qui s'associaient particulièrement bien. Il n'y a pas Vous pouvez d'explication mettre, derrière? je n'en ai pas comme ça. J'ai déjà essayé de remplacer le citron par du vinaigre et je C'est n'ai pas un pas la aussi même bon chose, non. résultat. Bon, Non. gustativement, ce qu'on peut faire, c'est mettre éventuellement un vinaigre parfumé. Alors il y a des vinaigres qui sont parfumés par exemple aux algues. Hein. Hmm. Ça pourrait marcher. Un vinaigre aux algues ou un vinaigre à l'estragon, ça peut marcher aussi. Un vinaigre à la nette, ça peut marcher parce que de nouveau, la nette et le poisson sont deux choses qui vont bien ensemble. Vous avez des vinaigres un peu originaux maintenant avec des jus de citron exotiques, le yuzu, etc. Ça marche très bien aussi. Donc tous des vinaigres un petit peu citronnés, ça peut fonctionner. Mais sinon, un simple jus de citron ou un jus de citron vert, ça marchera aussi. Donc vont faire le côté acide de votre assaisonnement. Et puis après, ben, vous allez tout simplement prendre à la cuillère votre tarama allongé à la crème fraîche et le mettre pour qu'il soit visible au-dessus de la salade. Et vous avez comme ça une superbe salade qui peut être soit une salade d'accompagnement si vous ne mettez pas de crustacés dedans. Vous pouvez très bien accompagner, par exemple, à ce moment-là, des poissons grillés lors d'un barbecue. Mhm. Ou bien alors, vous ajoutez donc des crevettes grises, des crevettes roses, des scampi poêlés, pourquoi pas de la coquille Saint-Jacques, pourquoi pas, comme j'ai dit, des moules, pourquoi pas des moules, donc tout ce que vous voulez au niveau des fruits de mer et des poissons. Alors là, vous avez une entrée. Ah oui, comme ça. Comme ça, tout simple, tout bête. Alors du tarama, en plus, on en a toujours on peut toujours en avoir dans son frigo. Ça se conserve même, je dirais même le pot entamé, ça se Ah, moi conserve sans j'adore aucun ça. problème. Moi j'adore ça. C'est pour ça que quand Moi, j'ai... j'adore en plus le tarama et je vais vous dire Ouais. que je mange parfois le tarama comme base sur du pain Ouais, et que sur je du pain, je voilà, c'est n'hésite tout. pas même parfois à mettre une charcuterie de viande dessus, ça ne me pose aucun problème. Donc, vous Oh, voyez, mettre faire des ouais. associations un petit peu bizarres. Non, moi j'aime bien un bon pain un pain au levain comme ça grillé avec du Et un tarama bon pain dessus. grillé, Ouais. voilà, avec un peu de Parce tarama que dessus, c'est génial. quand j'ai été à Athènes, je ne suis pas resté longtemps, mais j'ai dit, allez, maintenant que j'y suis, j'ai envie de goûter le vrai tarama d'ici. Tu sais. La- Un vrai mezze, mais de... Il n'est pas rose en Non, principe, le non, vrai tarama. Il est un peu jaune, et oui, il gris-jaune, est comme comme le ça. Oui, houmous oui. en fait. Mais Oui, tout à il fait. goûte comme, c'est un goût de poisson comme ça, c'est super bon. En plus, là-bas, ils te mettent avec une huile d'olive à tomber par terre, c'est divin. Je sais pas pourquoi on le fait rose ici, c'est bizarre. Enfin bon. Et donc le tarama, ça va te donner, comment dire, il y a rien qui va donner le côté vinaigré de ta vinaigrette, ou c'est juste une sauce. C'est juste une sauce, mais par contre, comme j'ai dit, on met un peu de jus de citron qui va donner le côté acide. Ah, ok. Alors évidemment, on parsème avec un peu d'herbe, soit de la ciboulette, soit de la nette, soit des jeunes oignons finement ciselés. Donc ici, c'est vraiment une salade de base. Maintenant, vous pourriez aussi mettre des œufs durs coupés en fines rondelles, ou bien concassés, ou en julienne, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment
C'est vraiment ici l'idée de base, c'est d'utiliser le tarama comme sauce plutôt qu'utiliser une vinaigrette traditionnelle. Tout simplement. Donc on prépare ça Voilà. et puis on laisse nos invités deviner ce qu'on a mis dedans. Et puis, comme ça va être Pâques, on peut très bien mettre des petits œufs de caille aussi. Hein. Des œufs de caille. Ah oui, des œufs de caille cuits durs. Tant qu'à mettre des œufs, mais des œufs de poisson, hein. Ah, on peut mettre des œufs de poisson, évidemment. On peut mettre des œufs Oui. de saumon, des œufs de truite sur des riches du caviar. Mais enfin, bon, on peut déjà se faire Des œufs plaisir avec des œufs de truite sans aucun problème ou des œufs de saumon. Hein. Oui, hein. Bah, d'ailleurs, à ce sujet-là, en parlant d'œufs de poisson, tu connais le rapport qu'il y a entre les fish sticks et du caviar? Ah non, pas comme ça. C'est tous les deux du poisson pané. Oui. Excuse-moi. Ceci étant dit, ben voilà. C'était la blague de C'est papa. la blague du jour. Non, Bon. mon fils commence à le ramener de l'école, les blagues comme ça. Bref. Mais il ramène ça en anglais ou bien en français? Oui, mais c'est pareil, parce qu'il commence à mélanger les deux, et puis on a la famille qui passe. Parce que le jeu de mots n'existe qu'en français pour ça, Oui, je suppose. bien sûr, mais il y en a des similaires en anglais aussi. Mais il faut aller voir les blagues de Daddy ou les blagues de papa sur YouTube. Il y a des joutes comme ça qui se font avec des blagues à la con comme ça. C'est tellement, comment dire, décevant qu'à la fin tu finis par rigoler parce que c'est bref. C'est le genre de blague que les papas racontent à leurs enfants et puis que ça fait rire tout le monde comme ça. Bref. Ok, ce sera tout? Ça sera tout pour aujourd'hui. Ben voilà, c'était donc une petite édition, spéciale salade. La semaine prochaine, on va parler de quoi? J'ai envie de parler du jus de tomate, tiens, pour une fois. Jus de tomate. Jus de tomate maison. Ah oui, d'ailleurs, c'est 2 tomates qui traversent la rue. Ok, bon, ben super, merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. J'espère que cette recette vous aura inspiré. Et n'oubliez pas, si vous êtes coincé sur une recette, que vous n'arrivez pas à trouver la solution, ou qu'il y a une préparation particulière qui vous intrigue, que vous n'avez jamais réussi à faire, ou que vous avez tout simplement une question d'ordre général sur la cuisine, n'hésitez pas à nous envoyer votre question. L'email c'est question@parlescuisines.com. Sinon, il suffit de chercher Parler Cuisine podcast sur Google et vous tomberez sur notre site, sur notre page Facebook, notre compte Instagram. On a de plus en plus de gens qui nous suivent sur Instagram et je vous remercie d'ailleurs pour cela. Il faut vraiment que je commence à poster un petit peu plus. D'ailleurs, tu as une photo à m'envoyer pour cette salade-ci? Oui, j'ai une photo. Oui, bon, ok. Donc, si on met du temps à publier, c'est que Guy n'a pas trouvé le moyen de me l'envoyer. Toutes les excuses. Ah oui, hein. Et donc la page Facebook, vous pouvez aussi envoyer vos questions à travers la page Facebook, à travers Twitter, venez nous suivre, cherchez Parler Cuisine, P-A-R-L-E-R, hein, Parler. Et puis, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Maintenant, on est aussi disponible sur Google Podcast. J'ai mis un lien sur le site, je mets un lien aussi sur l'épisode dès que je peux. On est aussi disponible sur Spotify. Enfin, il y a très peu d'endroits où on n'y est pas d'ailleurs. Et donc, là où on est aussi, c'est sur Patreon et sur Tipeee. Si vous voulez soutenir vous aussi ce podcast, j'espère que vous avez senti une différence, mais j'ai investi dans un nouveau micro. C'est le Samsung Q2U qui n'est disponible qu'aux États-Unis. Je sais pas. Je me suis fait une petite folie avec mon bonus cette année. Je me suis offert ce micro qui a l'avantage de ne pas prendre les bruits de fond. Parce que ça m'embêtait d'un peu entendre en bruit de fond la pendule qui est dans mon studio. Donc, s'il y a une différence dans ma voix, c'est peut-être aussi ce micro-là que je teste aujourd'hui pour la première fois. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien, pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Thank you.